Bonjour à tous. Le juge Andrew Napolitano juge la liberté ici. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 5 février 2026. Le professeur John Mearsheimer nous rejoint maintenant. Professeur Mearsheimer, peu importe ce que nous parlions, je serai honoré. Ainsi, le président des États-Unis dit qu'il n'est pas lié par le droit international. Aujourd'hui, pour la première fois depuis 1972, le monde n'est absolument plus soumis à aucun cadre juridique limitant la mise au point d'armes nucléaires, ce qui est une situation inédite et préoccupante. Les deux sont dus aux mauvaises décisions de Donald, à la réflexion, au manque de réflexion, peu importe comment vous le décrivez. Trump quoi? Le corps de Mearsheimer, professeur de droit international. Eh bien, juste sur la question du contrôle des armements et pas seulement Trump. N'oubliez pas que nous sommes entrés dans un moment unipolaire. C'est après la fin de la guerre froide et un certain nombre d'accords de maîtrise des armements étaient en place. Il s'avère que tous les accords sur la maîtrise des armements nucléaires ont désormais disparu. En effet, comme mentionné, c'est sans précédent depuis 1972 qu'un traité START-1 a été conclu sans aucun autre cadre de contrôle. Ce n'est pas surprenant. Trump de côté, la vérité est que les républicains ont historiquement détesté le contrôle des armements. Ils ont fait de leur mieux pour empêcher les États-Unis de parvenir à un accord sur le contrôle des armements. Bien sûr, ils ne réussissent pas toujours, mais ils constituent un véritable obstacle. Il y a aussi des gens comme George W. Bush qui a abrogé le traité ABM peu de temps après avoir pris ses fonctions. Finalement, le traité INF a été abrogé et maintenant le nouveau traité START est abrogé. Mais il y a un long schéma de ce comportement. Il n'est donc pas seulement limité à Trump, mais en ce qui concerne Trump, comme nous l'avons déjà parlé dans l'émission, il déteste les institutions internationales. Ces accords de contrôle des armements sont des régimes. Sans surprise, il était prêt à les tuer ou à les laisser expirer. C'est ce qu'il a fait dans cette affaire. Mais il doit aussi détester la Constitution parce que les traités, lorsqu'ils sont ratifiés par le Sénat, occupent la même place dans notre vocabulaire que la Constitution. C'est une disposition de la Constitution elle-même. Il n'a pas violé la Constitution ici. Il a juste laissé expirer le traité. Non, je parle de son mépris pour la Constitution. Quand il a choisi de ne pas respecter le droit international, j'ai réalisé qu'il allait le laisser invalider. Ritter parle de la vraie valeur. Je suppose que vous êtes d'accord avec cela, mais si vous n'êtes pas d'accord, le statut de ces traités n'est donc pas une limite sur le nombre d'ogives, mais une possibilité d'inspecter les armes d'autres pays. C'est le joyau de la couronne de ces accords, mais nous n'en avons plus. Je crois que c'est vrai, mais je pense qu'en fin de compte, ces accords de contrôle des armements ne signifient pas grand-chose. En y réfléchissant bien, selon cet accord récemment expiré, chaque partie pouvait avoir jusqu'à 1500 ogives nucléaires, ce qui reste impressionnant mais problématique. Oui, c'est suffisant pour faire exploser le monde plusieurs fois. Supposons que maintenant, un côté commence une course aux armements et l'autre ne le fait pas. Supposons qu'une partie déplace jusqu'à 10 000 ogives, tandis que l'autre ne dispose que de 2 000 ogives. Un côté a donc un avantage de 5 à 1. Tu crois que ça importe? La conclusion reste négative, car avec de tels chiffres astronomiques, il est impossible d'atteindre une victoire, même en ayant un avantage nucléaire. À moins que vous ayez un président qui a la mentalité d'un enfant de 6 ans et pense qu'il doit avoir plus que tout le monde. Je veux dire, mais je pense que le président, qui qu'il soit, une fois qu'il commence à réfléchir à ce qu'ils peuvent faire avec ces armes nucléaires et qu'ils parlent à leurs conseillers, il devient très rapidement clair que cela ne vous donne qu'un avantage significatif en cas de guerre nucléaire. En fait, si vous essayez d'utiliser ces milliers de dollars, vous allez brûler votre propre pays. C'est vrai. Si je peux dire rapidement que ce que j'ai toujours aimé dans le contrôle des armements, c'est qu'il empêche les deux côtés, en particulier nous, de jeter de l'argent dans un trou de souris. Effectivement, c'est correct. Cela représente aussi un avantage subtil mais précieux. L'une des raisons pour lesquelles ce qui s'est passé à Dallas le 22 novembre 1963 pourrait être que les États-Unis ont négocié avec l'Iran et leur ont fait des exigences totalement irréalistes qui, si l'Iran avait acquiescé, auraient effectivement annulé sa souveraineté en tant qu'État.
S'agit-il de vraies négociations ou d'une farce? Cela me ressemble à une autre danse kabuki. Nous avons deux danses kabuki en même temps. Le premier concerne les Russes. Si vous regardez le New York Times, que j'ai regardé avant d'aller en ligne avec vous, ils ont noté que les négociations à Abu Dhabi viennent de s'échouer et qu'il n'y a pratiquement aucun progrès. Il est assez remarquable qu'après ces mois, il y ait si peu de progrès, note le Times. C'est entre les Russes, les Ukrainiens et les Américains impliqués dans la guerre en Ukraine. Comme vous et moi le disons depuis de nombreux mois, c'est une danse kabuki. Les Iraniens prennent une position visible au premier plan. Tout d'abord, Trump a fait ses exigences aux Iraniens, vous savez, d'éliminer leurs missiles balistiques, d'éliminer complètement leur programme nucléaire, de ne pas soutenir le Hezbollah et le Hamas, ce que les Iraniens n'accepteront jamais. On ne peut alors parler que de leur capacité d'enrichissement nucléaire. Nous avons vécu ça. C'est le but du JCPOA. Le président Obama a négocié un accord à ce sujet et c'est Trump qui s'en est éloigné. Les Iraniens restent fermes sur leur capacité d'enrichissement nucléaire. Ainsi, Trump peut seulement envisager un JCPOA ou un accord similaire à celui abandonné en 2016 avec des modifications potentielles, mais il est difficile de l'imaginer faire ça. Tout cela ressemblait donc à une autre danse kabuki pour moi. Pouvez-vous confirmer si Trump comprend réellement les relations entre les États-Unis et l'Iran avec tous leurs enjeux complexes? Le guide suprême iranien devrait-il s'inquiéter maintenant? Je dirais qu'il devrait être inquiet. Oui, il devrait le faire. Comme vous le savez, il négocie avec nous. Je sais qu'ils le sont, mais les manifestants disent vous savez où sont les Américains? Vous leur avez promis qu'on les soutiendrait. Avons-nous encore les leurs? Revenez, nous les soutenons et voyez, ce pays est en désordre à cause de nous maintenant. Nous sommes entrés et avons neutralisé leurs bombes nucléaires. Le démantèlement des armes nucléaires est essentiel pour instaurer la paix au Moyen-Orient. Les pays arabes demeurent méfiants envers l'Iran et ses capacités. Certes, des initiatives pourraient réduire ces tensions. Ces beaux bombardiers B-2 sont entrés, ont frappé la cible et chaque bombe a été détruite. Dans moins d'un mois, ils auront des armes nucléaires. C'est une grande menace qu'ils n'en auront plus. Mais pas si on les faquait, Qu'est-ce que c'est que l'accord? Je veux dire, s'il n'y a pas plus, ils essayent de relancer le programme nucléaire? J'ai entendu dire qu'ils l'éteignent, et s'ils l'éteignent, je leur ai fait savoir que s'ils l'éteignent, nous les renvoyerions immédiatement pour faire leur travail. Encore une fois, donc vous comprenez qu'ils essayent de le redémarrer, et c'est pourquoi vous avez menacé de recourir à la force? Ils ont essayé de revenir sur les lieux, mais l'accès leur était impossible. Tout a été effacé. Cependant, un nouveau site est prévu dans une autre partie du pays, selon leurs intentions. On l'a découvert. J'ai dit que si tu fais ça, on va te faire des choses très mauvaises. Je veux dire, est-ce qu'il pense que vous pouvez construire quelque chose comme ça en 1 mois ou 2? Est-ce qu'il a la moindre compréhension de ce qu'il dit? Tous les experts avec qui nous avons parlé ont dit que nous n'avons pas laissé le dos sur leurs activités d'enrichissement nucléaire. Eh bien, je pense que nous avons peut-être mis des gants dessus, mais même si nous le détruisons complètement, presque tous les experts que je connais dans ce domaine conviennent qu'ils peuvent reconstruire leur capacité d'enrichissement nucléaire très facilement. Concernant l'uranium enrichi qu'ils détiennent, il est difficile de dire si nous sommes parfaitement préparés pour gérer cette situation. C'est ce que je veux dire. Vous savez, nous avons effondré plusieurs grottes, mais nous n'avons pas détruit l'uranium enrichi abondant. Pourquoi renoncerait-il à votre uranium enrichi pour un usage civil? La médecine nucléaire est disponible dans tous les grands centres médicaux du monde. Pourquoi cesseraient-ils de développer leurs armes alors qu'il existe une menace réelle à Tel Aviv qui cherche leur destruction? Eh bien, ils ne le feront pas et ils ne le feront pas. C'est pour ça que c'est une danse kabuki. Je ne comprends pas comment ça se passe. Je souhaite que l'on m'apporte des idées concrètes sur les contours d'un accord raisonnable entre nous et les Iraniens, un accord accepté par les Israéliens. Que se passe-t-il réellement dans cette situation complexe? Personne ne m'a dit ce qui se passait. Il en va de même en ce qui concerne la Russie. Quels sont les accords raisonnables sur la table qui pourraient satisfaire les Russes, les Ukrainiens, les Européens et les Américains? Et il n'y a pas de transaction crédible. Nous prétendons donc que ces pourparlers, qui se poursuivent sans fin, vont progresser, alors qu'aucun de ces pourparlers ne peut progresser à ce stade. D'ailleurs, cela vous dit, mais ce qui s'est passé en Iran, c'est que Trump pourrait arriver au pouvoir sans un accord, n'est-ce pas? Il n'y aura pas d'accord à moins qu'il n'accepte également le JCPOA. La question est donc, que ferait-il?
Désolé, j'ai dû baisser une ombre pour atténuer celle juste derrière moi, créant un clair-obscur étrange. Je veux retourner à Abu Dhabi. Pensez-vous qu'une deuxième piste est négociée là-bas qui, si elle réussit, conduira à la normalisation des relations entre les États-Unis et la Russie? Réponse en deux parties. Premièrement, et je l'espère, deuxièmement, je trouve difficile à imaginer parce que les Russes ont ces revendications non négociables que les Ukrainiens, les Européens et beaucoup d'Américains jugent totalement inacceptables. La réalisation d'un accord satisfaisant pour tous les protagonistes semble extraordinairement irréaliste à imaginer. Une lueur d'espoir résiderait uniquement dans une éventuelle détérioration extrême de la situation en Ukraine, les poussant inexorablement à conclure un armistice imposé avec la Russie tout en recevant une réponse froide environnante. C'est selon moi une hypothèse pragmatique parmi les actuelles possibilités. Tu crois qu'ils sont en train de mourir? Si c'est le cas, pensez-vous qu'ils se connaissent, professeur? Eh bien, ils sont en train de mourir, mais la question est de savoir combien de temps peuvent-ils se battre alors qu'ils sont en train de mourir. Je veux dire, leur infrastructure énergétique a été presque complètement détruite. La Russie dispose d'autant de missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones qu'elle pourra continuer à détruire les infrastructures énergétiques et d'autres types d'infrastructures dans un avenir prévisible. Les Russes sont en train de détruire le pays. Si vous lisez ce qui se passe sur le champ de bataille et revenez au New York Times, ils ont un article aujourd'hui disant que l'Ukraine n'a pas assez de main-d'œuvre pour couvrir la ligne de front. Ce sont d'immenses lacunes sur le front que les Russes identifient et les exploitent. En d'autres termes, les Russes font face à une grave pénurie de main-d'œuvre insolvable, car de nombreuses personnes évitent la commission de recrutement. Beaucoup de soldats sont portés disparus, l'armée est désespérée, même si l'armée russe reste globalement fonctionnelle, les Ukrainiens perdent donc clairement la guerre. La seule question intéressante pour le moment est de savoir combien de temps ils vont se battre. Pouvons-nous prendre pour acquis que les Russes ne reconnaîtront jamais dès le premier jour leurs revendications d'acquisition légale de terre et de neutralité permanente de l'Ukraine? En ce qui concerne la neutralité de l'Ukraine, cela implique qu'elle ne peut pas adhérer à l'OTAN ni recevoir de garanties de sécurité solide des États-Unis. Je pense que c'est comme ça depuis le premier jour. Ça ne va pas changer. Comme vous et moi le savons tous les deux, c'est la raison principale de la guerre de l'Ukraine dans l'OTAN. Concernant les territoires, je pense que si un accord est conclu au printemps 2022, voire à l'été 2022, l'Ukraine finira par conserver presque tous les territoires qu'elle va maintenant perdre. Mais l'accord de Boris Johnson et de Joe Biden pour retirer Zelensky, qui leur a permis de conserver une grande partie des terres qu'ils ne perdraient pas, n'est-il pas l'accord de 126 pages négocié à Istanbul à la fin de l'hiver et au début du printemps 22? On doit être prudent. Il n'y a pas d'accord définitif et les termes précis concernant le territoire ne sont pas clairement énoncés. Mais il est clair que les Russes ne sont pas déterminés à absorber ou à annexer les 4 régions de l'Est de l'Ukraine qu'ils ont maintenant annexées. Rappelez-vous, ils avaient annexé la Crimée en 2014, un acte qui annonçait déjà une conclusion à la situation en 2022. Cependant, pour ces 4 oblasts, les Ukrainiens pourraient éventuellement les conserver s'ils adoptent une approche accommodante. Mais ces jours sont révolus et vous êtes dans une situation où les Russes sont déterminés à garder ces 4 hauts. Ils ont un X. La véritable question est, vont-ils endurer une perte morale? Vont-ils s'aventurer à prendre Odessa ou Kharkiv? Si l'armée ukrainienne s'effondre sur le champ de bataille dans un avenir proche, je pense que les Russes prendront beaucoup plus de territoire. Ils ont une sortie, mais ils ne sont pas disposés à la rendre aux Ukrainiens à aucun moment. Permettez-moi de vous transporter dans l'univers fascinant de l'Iran et de ses complexités. Quels véritables objectifs militaires américains seraient atteints par une attaque ou une invasion américaine? Vous pouvez choisir tous les mots que vous voulez. Iran. Eh bien, nous n'envahirons pas, c'est sûr, parce que cela impliquerait des troupes terrestres et il est difficile d'imaginer que nous le ferions. Je
Je pense que presque tout le monde est d'accord qu'il y aura une attaque aérienne et de missiles. Je me demande quelles mesures militaires seraient envisageables pour accomplir un objectif ambitieux et idéal dans ce contexte tendu. Par exemple, vous pourriez dire que ce que nous essayons de faire ici est un changement de régime. Je ne crois pas que nous puissions utiliser notre puissance militaire dans la région pour obtenir un changement de régime. Nous devons envahir ce pays. Comme je l'ai dit, on ne le fera pas. Donc, je pense que même si vous frappiez l'Iran, cela ne mènera pas à un changement de régime. Ensuite, nous parlons de, vous savez, peut-être de détruire des infrastructures militaires et vous pouvez détruire certaines d'entre elles, mais pas toutes. Quel est le résultat final? Et nous, alors qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, il y a eu toutes sortes de discussions sur le retour après les installations nucléaires. Eh bien, je pensais que le président Trump nous avait dit à travers toutes les installations nucléaires. Il n'y a pas d'installation nucléaire, oui. Même si tu les poursuivais, qu'est-ce que ça t'achèterait? Je veux dire quoi? Eh bien, vous voulez toujours vous demander quel est le jeu final lorsque vous élaborez une stratégie de guerre et quelle était votre stratégie raisonnable pour atteindre votre objectif final. Je ne vois pas comment nous pouvons proposer des objectifs ultimes significatifs que nous pouvons atteindre en utilisant la force militaire. Soit dit en passant, rien de tout cela ne prend en compte le fait que l'Iran est capable de riposter. Nous sommes juste ici pour discuter, vous et moi, de ce que nous pouvons faire avec l'Iran. Mais l'Iran peut faire beaucoup pour nous, les Israéliens et l'économie internationale. Will Trump attaquer l'Iran si Netanyahou lui demande de ne pas le faire? Eh bien, c'est ce qui s'est passé le 14 janvier. Pour être honnête, je trouve difficile de comprendre exactement ce que les Israéliens pensent à ce moment-là. Je pense qu'il n'y a aucun doute que le 14 janvier, les Israéliens nous ont demandé de ne pas attaquer l'Iran pour cette raison. C'est l'une des deux raisons pour lesquelles nous n'avons pas attaqué. Depuis le 14 janvier, Trump a intensifié ses déclarations sur le recours à la force militaire contre l'Iran et continue sur cette voie. Cela nous amène à la question que depuis, un Israélien lui chuchote à l'oreille. Les Israéliens pensent probablement que nous avions suffisamment de moyens défensifs et offensifs dans la région alors que nous n'avions pas assez de moyens le 14 janvier. Mais nous avons assez d'argent maintenant pour que les États-Unis frappent l'Iran et que Israël se débarrasse de Scott ou presque de la représailles iranienne. Mais je trouve ça difficile à croire. Même pas réalisable, John. Non, je ne crois pas. C'est tout ce que je veux te dire. Donc, je veux supposer que toi et moi avons raison. Cela me montrera que les Israéliens ne devraient pas être plus enthousiastes à l'offensive maintenant, comme ils ne l'étaient pas le 14 janvier. Cependant, l'opinion des Israéliens reste floue pour moi. Les signaux contradictoires issus des médias confondent davantage. Mais je ne serais pas surpris. Ce n'est que ma supposition. Je ne serais pas surpris si Trump n'attaque pas. L'une des raisons est que les Israéliens lui ont dit de ne pas attaquer. Parce que les Israéliens comprennent qu'ils vont être frappés, même un et deux. Je pense qu'ils comprennent que nous ne pouvons pas atteindre des objectifs significatifs contre l'Iran, en particulier en ce qui concerne le changement de régime qui est leur grand rêve. Le président des États-Unis semble piétiner le droit international et illustre un mépris palpable non seulement dans les Caraïbes, mais aussi à Minneapolis, défiant la moralité fondamentale. Sommes-nous aujourd'hui la force et la justice sur la scène internationale? Ne pourrait-il que seulement la Russie, la Chine et les États-Unis, trois guérillas ayant leur hégémonie respective? Tout le monde va chercher une sorte de connexion pour les protéger, même si Trump n'est pas fiable envers les alliés et encore moins les ennemis. Eh bien, comme vous le savez, je suis un bon réaliste et je crois que le pouvoir est la monnaie du pouvoir international et de la politique internationale et que les pays se soucient vraiment de l'équilibre des pouvoirs. Je pense qu'il est très important pour n'importe quel pays d'être le plus fort possible. Je pense que c'est très stratégique. Mais je pense aussi qu'il y a des limites à ce que vous pouvez faire avec la force militaire. Je pense qu'il est important d'avoir des lois nationales et des institutions internationales qui bénéficient à tous les pays du système international, y compris aux États-Unis. Je pense qu'il est important de valoriser le soft power, de parler des valeurs libérales et de se faire une nation attrayante.
Je pense aussi qu'il est logique de respecter vos alliés. Même les adversaires, dans de nombreux cas, vous voulez les respecter afin de ne pas empirer une mauvaise situation. Le problème avec l'administration Trump, c'est que le président lui-même n'est pas d'accord avec moi sur presque tous ces points. Il est d'accord que le pouvoir est important, mais au-delà de cela, il ne se soucie pas des institutions, du droit international, etc. Le résultat final, je pense qu'il s'est causé beaucoup de problèmes. Je crois que les difficultés qu'il a rencontrées proviennent de sa tendance à se dessiner dans un coin ou une boîte. Eh bien, je pense que l'un des graves problèmes auxquels il est confronté, c'est son recours aux puissants leviers économiques pour contrer de multiples nations à travers le globe. Ils ont commencé à réaliser qu'un partenariat avec les États-Unis, un partenariat économique avec les États-Unis, n'est plus dans leur intérêt comme auparavant. Je pense que tout ce qu'ils veulent faire, c'est avoir des partenaires commerciaux alternatifs. Ils veulent commencer à chercher d'autres offres. Vous savez, il a imposé des droits de douane diaboliques sur l'Inde l'année dernière, 50% de droits de douane, parce qu'il n'était pas content que l'Inde importe du pétrole russe. Ce que l'Inde a fait, c'est qu'elle a récemment conclu un accord économique important avec l'UE. C'est la mère de toutes les transactions économiques, selon Ursula von der Leyen. Les Indiens ont maintenu des liens solides avec les Russes, tout en conversant récemment avec les Britanniques et même les Canadiens, malgré une tension diplomatique avec ces derniers. Donc, vous voyez, les Indiens comprennent que vous voulez trouver des partenaires commerciaux alternatifs, ce qui n'est pas dans l'intérêt des États-Unis, parce que ce qui se passe ici, c'est que les tarifs ne fonctionnent pas. Le Wall Street Journal a diffusé une série d'articles montrant que les droits de douane ont échoué à restaurer le secteur manufacturier. Vous devriez vous rappeler que l'une des principales raisons pour lesquelles le président Trump a imposé des droits de douane à tant de pays dans le monde est qu'il veut reconstruire une base manufacturière qui a été considérablement affaiblie pendant la période unipolaire. Mais ça ne marche pas. Les droits de douane ne contribuent pas à relancer la base manufacturière. Dans le même temps, nous aliénons nos partenaires commerciaux historiques. Et ces partenaires commerciaux cherchent de nouvelles relations qui excluent les États-Unis. Ce n'est pas dans notre intérêt. C'est précisément pourquoi il redéfinit désormais sa stratégie avec l'Inde. Regardant le futur, il est probable que la dépendance envers les droits de douane diminuera car ces derniers ne produisent pas des gains significatifs. Plus le dollar se déprécie, plus le gouvernement paye pour ses fonds. Oui, cela signifie que nous devons payer plus d'argent pour rembourser la dette, ce qui est énorme. Bien que la dette soit maintenant de 1 000 milliards de dollars par an, il ne s'agit que du service de la dette. Rappelez-vous qu'il avait évoqué l'idée de porter le budget colossal de la défense de 1 000 milliards de dollars à des hauteurs impressionnantes de 1 500 milliards de dollars. Oui, et si j'étais? Pensez-vous que cela affectera notre dette? Wow! Bien sûr, les républicains lui donnent tout ce qu'il veut, y compris des hommes masqués dans la rue qui tirent dans le dos. Je tiens à vous dire brièvement qu'en cas de défaite des républicains lors des élections de mi-mandat, et si Trump devenait non seulement un canard boiteux, mais aussi profondément affaibli, il serait fascinant d'observer les positions que prendront les républicains. Je doute qu'après un tel échec, ils restent alignés derrière Trump comme je l'ai précédemment supposé. Je crois que tu as raison. Bien sûr, c'était 8 mois plus tard, qui sait. Notre ami Gerald Celent aimait toujours dire que quand tout le reste échoue, il vous emmène à la guerre. Eh bien, vous savez, cela suggère que le nombre de succès de Trump sur le front international commence à diminuer à mesure que la popularité de Trump diminue et que des problèmes économiques apparaissent. La question est, qu'est-ce qu'il va faire? Je pense que vous pouvez dire dans un argument que Trump doublera ses paris et qu'il deviendra plus dur. Ouais, c'est sa personnalité, c'est son caractère. Oui. S'il le fait, je pense que sa popularité dans les sondages et la popularité républicaine dans les sondages tomberont aussi. Je pense qu'il a un intérêt particulier de commencer à reculer. Vous pourriez dire que c'est ce qu'il a fait à Minneapolis qu'il recule et que ce que nous verrons à l'avenir est un IC moins agressif parce qu'il comprend que la mise en œuvre du genre de politique que l'IC a mené à Minneapolis à travers le pays est une recette pour un désastre électoral. Mais s'il ne le fait pas, comme vous l'avez souligné, je pense que, eh bien, son instinct est de ne pas le faire. Je pense que cela va causer d'énormes problèmes pour le Parti républicain à l'automne. En effet, professeur Mearsheimer, merci beaucoup, mes chers amis. Comme toujours, merci de m'avoir laissé vous interroger pleinement.
Vos idées sont extrêmement précieuses pour le public. Merci beaucoup. Nous attendons avec impatience de vous voir la semaine prochaine, mon ami. Certainement. Bon week-end, Jerry. Toi aussi. Professeur, restez au show à Chicago. Eh bien, le temps à New York va être le même que Chicago, comme nous l'avons fait ces 2 derniers week-ends. Tu ne veux pas entendre ça. Demain, vendredi, à 16h, table ronde de la communauté du renseignement. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table. Des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent et changent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, gardent les yeux